Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 juillet 2024, j'espère que vous allez bien. On commence par une très bonne nouvelle, USDC et EURC sont conformes à la régulation MiCA en Europe. Alors pour l'instant, on en a un petit peu entendu parler, mais c'est pas non plus la catastrophe, hein. Si vous avez des USDT, des DAI ou un autre stablecoin, pour l'instant, je sais pas si on a vraiment des risques. En tout cas, j'ai rien entendu qui allait dans ce sens-là, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir deux gros stablecoins qui sont conformes à cette régulation. Au moins, on est sûr de pas avoir de problème si on a des USDC ou des EURC. Alors moi, j'ai pas trop de stablecoin euro, voire pas du tout même, mais l'USDC, ça j'en ai dans mon portefeuille, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un truc très curieux sur le Polkadot, c'est la manière dont ils dépensent leur argent, c'est complètement fou. Alors petit disclaimer, j'ai pas été vérifié à 100% les sources, si ce qui était partagé dans ce thread c'était vrai à 100%. Néanmoins, ça ne m'étonnerait pas puisque il y a des projets crypto qui juste crament leur argent bêtement. Et Polkadot, sur la première moitié de 2024, ils ont déjà cramé 37 millions de dollars que ce soit dans de l'advertising, donc des pubs, des influenceurs, plein de choses. Ce qui est fou, c'est que j'en entends jamais parler de Polkadot ou de l'écosystème. En tout cas, j'en entends très très peu parler. Je sais pas si vous entendez un petit peu parler de Polkadot, mais moi, pas du tout. Et franchement, ça me rend fou de voir combien ils dépensent dans tout ce qui est marketing. Enfin, c'est complètement débile. Par exemple, ils ont sponsorisé une équipe de foot à hauteur de 6,8 millions de dollars, soit 1 million de dots au moment du sponsoring, une écurie de course automobile pour 1,9 million de dollars. Ils ont organisé aussi un tournoi e-sport à hauteur de 1,3 million de dollars. Ils payent des influenceurs, des publicités, des conférences. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe sur Polkadot. Et d'ailleurs, il y a une proposition qui est passée sur la gouvernance pour réduire l'inflation sur Polkadot, parce que pour l'instant, il y a 10% d'inflation. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y a sur Cosmos. Et cette proposition a été rejetée à 57%. Donc rien ne change pour l'instant du côté de Polkadot. C'est un peu dommage parce que je trouve quand même que c'est bien inflationniste 10% par an, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pas de Polkadot dans mon portefeuille et c'est clairement pas le genre de news qui me donne envie d'en avoir. Je sais pas si vous en avez, je vous dis pas de vendre absolument vos Polkadot ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même le genre d'information qui est bon à savoir quand on a des tokens comme ça dans notre portefeuille. Il y a deux très bonnes nouvelles du côté de AAV. La première, c'est que le Go, le stablecoin d'AAV, est maintenant disponible sur Arbitrum. Alors pour l'instant, c'est très récent, il n'y a pas encore énormément de liquidité, mais on peut déjà déposer, emprunter du Go sur AAV, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et l'autre bonne nouvelle, alors c'est pas encore fait, pour l'instant c'est que du blabla sur la gouvernance d'AAV, mais il y a Aptos et AAV qui sont en train de parler de potentiellement déployer AAV sur Aptos. C'est pas encore fait, ça va prendre du temps si ça arrive, mais j'ai quand même l'impression que Aptos, c'est le paradis du lending borrowing. On a quand même plusieurs protocoles qui sont assez gros sur Aptos et qui sont autour du lending borrowing, donc avoir un AAV en plus parmi tout ça, ça pourrait peut-être accélérer la fin de ces systèmes à points par contre. Après peut-être pas, ils vont peut-être juste mettre les bouchées doubles sur le marketing si AAV se déploie sur Aptos, histoire de pas perdre les liquidités qu'il y a chez eux, mais ouais, ça pourrait peut-être accélérer un petit peu les airdrops de ce côté-là sur Aptos, parce qu'il y a des systèmes à points sur la plupart des protocoles de prêt d'emprunt, c'est attendu comme airdrop, ça fait un petit moment déjà, pour l'instant on n'a encore rien, donc peut-être que ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, on verra bien. Ah, petite infographie, les coins qui ont été lancés durant le deuxième trimestre 2024 triés par Market Cap. Alors je sais pas s'il y a tous les coins ou s'ils en ont juste choisi certains, mais c'est Ton France qui nous partage ça. Et Notcoin, c'est le coin du coup qui a été lancé dans le deuxième trimestre 2024, qui est le plus valorisé, 1,42 milliard de dollars. Il était même à plus de 2 milliards pendant un moment. Et on retrouve quelques autres mêmes coins. Bon là, enfin quelques autres. Non, il y en a un autre, c'est le Dog sur les runes de Bitcoin. Et sinon, après, c'est que des gros tokens qui ont été airdroppés. Safe, je crois pas qu'il ait été airdroppé, mais sinon, tous les autres, c'est que des tokens qui ont été airdroppés. Et c'est pas étonnant de voir qu'ils ont une market cap plus faible que celle de Notcoin, puisque si on regarde en termes de FDV, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Notcoin, quasiment tous les tokens, si ce n'est tous les tokens, sont en circulation, alors que pour un Ethena, un zk-Sync, un Wormhole, etc., il n'y a même pas 20% des tokens en circulation, voire moins encore pour certains de ces projets.
Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes ce genre d'infographie. En tout cas, ça montre quand même un truc, cette infographie, c'est que les meme coins attirent quand même pas mal de monde. Alors est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin de la hype? Je suis pas là pour vous dire ça, mais c'est quand même un constat, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ces meme coins et c'est des projets qui sont vachement valorisés en ce moment. Mais bon, j'ai quand même la sensation que c'est qu'une phase et que ça va bientôt tourner, si c'est pas déjà en train de tourner. Après, ça, ce n'est que mon avis. Petite news vite fait sur Sony, je vais passer vite parce que j'ai pas grand chose à dire sur ça. Le géant japonais Sony, ceux qui font la PlayStation, se prépare à lancer son propre exchange crypto, S-Blocks. Très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Alors ne soyez pas trop bullish par rapport à ça. À tous les coups, ça va être un truc qui va être que pour le Japon, ou en tout cas dans un premier temps que pour le Japon. Donc moi j'attends rien de cette news, et tout ce qui mêle le jeu vidéo et les cryptos, les NFT, tout ça, je suis pas trop fan, donc j'attends de voir quand même. Mais ouais, plutôt curieux, ça se trouve ça sera complètement anecdotique, hein. Je rappelle que Sony c'est pas que du jeu vidéo, là vous avez tout de suite envie de voir des plateformes sur lesquelles il y aura des NFT pour acheter ces jeux PS5 machin truc. À mon avis, ça aura rien à voir. Sony, ils ont plein de branches différentes. Ça m'étonnerait que ce soit nécessairement un truc lié à PlayStation. Après, on verra bien, parce que le jeu vidéo, c'est quand même un domaine qui rapporte beaucoup de sous-sous, mais c'est pas sur PC, c'est pas sur console que ça rapporte beaucoup de sous, c'est sur mobile. Alors sur mobile, on peut aussi imaginer des jeux avec un modèle de NFT, mais je sais pas, je suis pas trop convaincu par ça. Bon, je pensais pas en parler tant que ça, mais finalement j'en ai parlé un petit peu. Bref, on enchaîne avec les mauvaises news du jour, à commencer par BitTensor. Je pense que je vais sauter sur l'occasion pour titrer la vidéo avec ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par Tao, qui est sur l'écosystème Polkadot si je dis pas de bêtises. Bref, BitTensor, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent leur réseau après une attaque de sécurité. Des rapports faisant état d'une attaque inhabituelle sur les portefeuilles BitTensor sont apparus ces dernières heures, ce qui a conduit à un arrêt délibéré du réseau par les développeurs principaux. Bon, ça me choque pas particulièrement que les devs puissent mettre la blockchain en pause. On a eu le cas avec Linea il y a pas très longtemps, il y a eu un hack sur un des protocoles. En plus, c'était même pas un énorme hack, hein. Et Linea, ils ont arrêté leur séquenceur, voilà, plus de nouvelles transactions, c'est fini. Dans le cas de Linea, je trouve que c'est vraiment grave parce qu'il y a des applications de DeFi, il y a des trucs qui aiment pas trop être arrêtés d'un coup. Je pense au protocole de trading, tout ce qui est pool de liquidité, tout ça. Là, sur BitTensor, il me semble pas qu'il y ait de DeFi, donc c'est moins grave, entre guillemets, que ce soit arrêté, même si c'est quand même toujours embêtant, surtout que là au moment où je fais la vidéo, c'est toujours pas revenu en état de marche, donc ça fait déjà 12 heures à peu près, peut-être un peu plus que la blockchain BitTensor est arrêtée, ça fait quand même un petit peu de temps, j'espère que ça va pas tarder à reprendre, et de ce que j'ai vu, voilà, c'est potentiellement en raison d'une fuite de clés privées, ça, gardez-le en tête, on va en reparler. Avant ça, petit hack du côté du Discord de Mangrove, alors il y a aussi eu le Discord de Galaxy que j'ai vu se faire hacker il y a pas très longtemps. En général, c'est des hacks où d'un coup sur le Discord, il y a des liens pour aller claim des airdrops qui sont partagés et c'est pas de vrais airdrops, hein, c'est des liens frauduleux. Donc faites attention quand il y a ce genre de liens partagés sur un Discord, c'est rarement bon signe. Dans le doute, allez dans les channels de discussion et les gens vont vous avertir, vont avertir directement s'il y a un problème, s'il y a un scam qui est partagé sur le Discord d'un des projets. En général, ça se passe comme ça. En tout cas, toujours dans les mauvaises nouvelles, on a un petit point sur les hacks qu'il y a eu sur le mois de juin 2024 et on voit tout de suite qu'il y a un hack qui prend particulièrement de la place, c'est celui de BTC Turk, donc un exchange probablement sur lequel on retrouve du Bitcoin et qui est probablement turc, hein. Vu le nom ça m'étonnerait que ce soit autre chose, mais bon, c'est pas le rapport. On voit que sur juin, du coup le plus gros hack c'était autour d'une plateforme centralisée et j'ai vu cette infographie passer de Beozin Alert qui montre que sur la première moitié de 2024, il y a eu 78 attaques majeures, donc 78 hacks sur la crypto, DeFi et CeFi comprises, à hauteur d'1,19 million de dollars, beaucoup de phishing, 232 millions de dollars, et des rug pulls, 119 millions de dollars. Bon, je pense que le phishing, les rug pulls, il y en a sûrement bien plus que ça encore, mais ça m'a quand même étonné, les 1,19 milliards de dollars sur le premier semestre 2024. C'est pas exactement les valeurs qu'on a sur DeFi Lama. Après, je crois qu'il y a 2-3 trucs qui ont été retirés de DeFi Lama, notamment en janvier. Je crois qu'il y avait eu un gros truc qui s'était passé, mais c'était un portefeuille, je crois, du CEO, du co-CEO de Ripple, ou je sais plus du tout ce qui s'était passé, mais ça c'était compté dans les hacks et c'est pas vraiment un hack qui a touché les utilisateurs.
Et justement, je voulais parler un petit peu de tout ça, parce que la DeFi, mine de rien, pour avoir vraiment bien vécu 2021, avoir vécu des hacks, etc., ce cycle-là, là, 2024, la DeFi est quand même vachement plus mature, il y a quand même beaucoup moins de hacks. Bon, déjà, ça se voit sur ce graphique, hein, c'est la valeur qui est dérobée chaque mois sur la DeFi. On n'est pas au niveau de 2022, bon, 2021, je sais pas s'il manque des données sur DeFi Lama, moi dans mon esprit il y avait quand même beaucoup plus d'argent qui était volé, mais bon, c'est pas très grave. Là 2024, honnêtement je trouve que c'est plutôt light, et quand on regarde en détail, quand on va voir un peu la plupart des techniques qui sont utilisées, eh ben il y a beaucoup de clés privées qui sont compromises. Donc en fait beaucoup de points de centralisation d'un côté. Et en plus on retrouve aussi pas mal d'exchanges. Là sur le mois de mai par exemple, il y a DMM Bitcoin, c'était 305 millions de dollars. Bah, c'est un exchange et c'est encore des clés privées qui ont été compromises. Donc en fait malgré qu'il y ait pas mal d'argent qui soit hacké, c'est beaucoup sur de la finance centralisée et c'est aussi beaucoup via des clés privées qui sont corrompues. Donc ça vient pas de problèmes dans un smart contract, dans le code d'un protocole. Et ça, honnêtement, c'est bon signe. Alors, il y a quand même eu des hacks au niveau des smart contracts. Je dis pas non plus qu'il s'est rien passé, c'est faux. Mais honnêtement, je pense que pour l'instant, 2024 se passe plutôt bien et ça montre clairement que la DeFi est plus mature. Après, ça veut pas dire que ça y est, il y a plus de risques, on peut faire plein de bêtises sur la DeFi. Absolument pas, à aucun moment je dis ça. Mais quand même, je remarque qu'il y a beaucoup de problèmes autour des clés privées. On enchaîne. Allez, après les hacks, après les mauvaises nouvelles, les levées de fonds. Et là, c'est juste dingue le mois de juillet. Si je vous montre ce graphique-là avec tous les mois où il y a eu des levées de fonds, vous vous dites, bon, comment ça, juillet, c'est dingue. La bougie, c'est la plus petite de toute l'année pour l'instant. On est le 3 juillet. Il y a eu que des levées de fonds pour l'instant qui ont été répertoriées pour le 1 et le 2 juillet. On en est déjà à ce niveau-là. Alors, à mon avis, ça va pas durer tout le mois de juillet, mais je sais pas ce qui s'est passé. En 2 jours, il y a eu 200 millions de dollars sur des levées de fonds, et c'est pas genre juste une ou deux levées qui ont tout fait. Il y a quand même eu une levée à 85 millions de dollars, mais il y a quand même eu pas mal d'autres levées à plus de 10 millions de dollars, et ça, en l'espace de 2 jours. Là, juste sur le 2 juillet, il y a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 projets qui ont levé des fonds la même journée. C'est complètement fou. Je m'attendais à voir un été où les investisseurs, ils sont plus dans l'attente et tout, mais il faut croire que les news autour des ETF sur Ethereum, ça doit pousser les investisseurs, parce que là, ils ont déjà mis pas mal de fric. On est encore loin des niveaux du dernier bull run, justement, 2021, 2022, tout ça. Ouais, c'est clair qu'on est très loin de ces niveaux-là, mais le mois de juillet, est très très bien parti, et on va faire un petit point sur certaines de ces levées de fonds. Alors j'ai oublié de les trier, donc tant pis, on va les passer dans un ordre un petit peu random. On a OpenLedger, un projet autour de l'intelligence artificielle et du Web3 qui a levé 8 millions de dollars. Je vais les passer assez vite si je connais pas trop les projets, parce que il y a quand même eu pas mal de levées de fonds que je trouvais intéressantes. Alors celle-ci, je la trouvais pas spécialement intéressante, c'est juste que ils ont mis plein de termes compliqués dans leur description sur Crypto Fundraising. On a P-Squared, c'est un projet, une compagnie qui est focus autour du Verifiable Computing Using Zero Knowledge Technology. Ensuite, on a Redstone, ça va faire plaisir aux farmers, parce que Redstone, ils ont lancé leur Layer 2 il y a pas très longtemps. C'est un oracle cross-chain, et ils ont levé 15 millions de dollars en série A. Voilà, plutôt une bonne chose pour ce projet. On a Lombard, un protocole de restaking sur Bitcoin qui a levé 16 millions de dollars. Pas mal de gros noms à la table de cette levée de fonds. On a Sentient, je suis pas sûr de bien le prononcer, mais on va faire avec. Encore un autre projet dans l'IA open source. 85 millions de dollars de levée de fonds, là c'est pas mal du tout. Et pour terminer, bon ça je connais un petit peu, c'est aussi un énième protocole de restaking, mais cette fois-ci sur Solana. Il est pas mal populaire parce qu'il y a un système à points, c'est un petit peu le Eigenlayer de Solana on pourrait dire, c'est Solayer. Sollayer, peu importe comment on le prononce, ils ont levé des fonds, ça n'a pas été communiqué, et dans les noms, il y a pas mal de gens de l'écosystème Polygon, et peut-être NIR aussi, si je dis pas de bêtises, je crois avoir vu un nom ou deux de l'écosystème NIR. Enfin voilà, un autre protocole de restaking qui lève des fonds. En ce moment, on voit pas mal de protocoles de ce genre, que ce soit sur l'écosystème Bitcoin, Ethereum, ou maintenant Solana. Allez, on passe aux news purement DeFi, même si je crois qu'il y en a une ou deux qui sont un petit peu en dehors de la DeFi. On commence par Mitosis qui se déploie sur Scroll. Voilà, ceux qui farment Scroll, ceux qui farment les petits points là-bas, ceux qui farment Mitosis,
je pense que c'est parfait pour vous. J'ai aucune attente de ces deux airdrops, que ce soit Mitosis ou Scroll, mais ça permet de faire travailler passivement ces Ethers, d'avoir des petits rendements bonus par-dessus, et en plus il y a un autre airdrop que ça fait farmer indirectement, puisque sur Mitosis on est obligé de déposer du Wrapped Ether, et c'est l'Ether d'Etherfi, donc un Ether staké qui génère des intérêts. Bref, c'est sympathique, c'est surtout pour les farmers de points. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de Mitosis dans la description. Et toujours sur Mitosis, j'ai vu passer ça, il y a un meme coin qui a l'air de se lancer autour du projet. Alors c'est dommage parce que c'est réclamable que sur Ethereum, mais si jamais vous avez fait les quêtes galaxées autour de Mitosis, et ben vous avez peut-être du meme coin Morse à aller récupérer. Alors de ce que je vois, vu le nom, Morse 404, ça a l'air d'être un ERC 404, je mets des guillemets parce que c'est pas un vrai standard sur Ethereum, mais en gros ce standard il est un petit peu particulier, ça lie un NFT et un token. En fait si on a un token, c'est équivalent à un NFT. Donc si on a 1,5 token, c'est équivalent à quoi? Bah c'est toujours équivalent à un NFT. C'est assez compliqué de décrire ça rapidement, mais ouais, ça fait vraiment la passerelle. Votre NFT, votre token, c'est la même chose. Ça permet essentiellement de pouvoir rendre des NFT plus liquides. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose ce standard, mine de rien, et il n'y a pas grand monde qui en parle. Il y a eu une petite hype quand c'était Pandora, si je dis pas de bêtises, un des premiers projets de ce genre qui était sorti. Il y a eu une petite hype à ce moment-là, mais depuis ça s'est tassé. Pourtant, je trouve que c'est quelque chose de vraiment pratique, de vraiment utile. Alors oui, bon, les NFT c'est plus trop à la mode non plus, surtout du côté d'Ethereum, mais quand même c'était un vrai problème, ces liquidités. Là, ce standard il permet de rendre les NFT plus liquides. Je pense que ça a de beaux jours devant soi, en tout cas tant que les NFT ont de beaux jours devant eux, ça devrait suivre. Voilà, peut-être garder un œil un petit peu sur ces fameux ERC 404. Une petite news du côté de Anzen Finance, je vais en parler dans ma prochaine vidéo sur la chaîne principale. Alors je sais pas si elle sortira dans la même journée que ce DeFi Actu ou si elle sortira le lendemain, mais je sais qu'elle va pas tarder, je vais essayer de faire de mon mieux pour la sortir rapidement. Parce que honnêtement il y a pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo, j'ai très envie de la sortir, et du coup je parle un petit peu d'Anzen à un moment, et j'ai oublié de passer cette news dans ma vidéo, j'étais censé en parler, mais c'est pas grave, je me rattrape avec le DeFi Actu. C'est Anzen qui est un membre certifié du programme de l'Alliance Circle. Je sais pas exactement en quoi consiste ce programme, mais c'est quand même bon signe, ça veut dire qu'ils sont validés par Circle, et ils sont même plus validés que ça, hein. Circle a carrément investi de l'argent sur Anzen, c'est pas non plus une fortune, ils ont levé que 4 millions de dollars Anzen, mais c'est un protocole assez sympathique autour d'un stablecoin backé par des real world assets. Franchement, je pense que je vais vous en reparler de ce protocole, parce que ça m'a l'air d'être complètement sous-coté. Allez, on enchaîne avec Etherfi. J'avais déjà parlé de ça quand il l'avait annoncé. Etherfi, ils veulent lancer une carte de crédit, et ça commence à prendre forme. Ils ont lancé les précommandes, et quand j'ai vu la news, je me suis dit « Ah, trop cool, ah, franchement, je suis chaud, j'aimerais bien la précommander ». Et quand j'ai vu en fait combien il fallait claquer d'Ether annuellement pour la carte, je me suis dit bah non en fait, on a déjà des solutions comme Revolut, comme N26, comme plein de néobanques où il y a pas, où les cartes sont quasiment gratuites. Alors oui, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, blablabla. Mais là la carte la moins chère, les frais annuels c'est 0,01 Ether, donc la PP Card. Ensuite on a la Wojak Card, 0,1 Ether de frais annuels. Au cours actuel c'est 350 $, c'est complètement abusé. Et la Chat Card, 1 Ether de frais annualisés, c'est abusé. Alors oui, on a un swag pack dedans, on a un assistant, un service d'assistance personnelle premium. C'est peut-être super tout ça, mais ça me paraît un peu cher. Alors oui, on peut avoir des passes gratuits pour des conférences crypto. Et ensuite, il y a la carte Whale. Celle-ci, c'est abusé. Il faut mettre un billet de 10 Ethers. Et ensuite, c'est un frais annualisé d'1 Ethereum. Alors, c'est super, hein, tout ça. Hein. C'est évidemment pas moi la cible de ce genre de produit. Donc, c'est normal que je trouve ça cher, que je trouve ça abusé. Mais je sais pas, je suis pas hyper convaincu par ce que ça apporte. Après c'est quand même cohérent, c'est une carte d'un protocole de DeFi, ça apporte potentiellement des accès à des conférences pour ceux qui ont les cartes les plus chères, ça apporte quand même quelques petits bénéfices, quelques petits rewards sur la DeFi, c'est ce qu'ils disent, en tout cas pour la carte Wojak et même pour la carte PP. Pour l'instant, tant que j'en sais pas plus, j'ai pas envie de précommander la carte, je trouve ça cher pour ce que c'est, même si la PP c'est 35 balles de frais annualisés, c'est pas abusé non plus, honnêtement ça va, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ces exclusifs DeFi Perks and Rewards.
parce que dit comme ça, je sais pas, ça me donne pas trop envie. Après j'ai pas été voir, il me semble qu'ils en disent un petit peu plus sur leur site, faudrait que j'aille jeter un œil, mais pour l'instant je suis clairement pas emballé, même si c'est vrai qu'elles ont l'air, elles sont relativement sympathiques les cartes. Moi en tout cas j'aime bien la couleur, mais bon on n'est pas là pour parler de couleur, on s'en fiche un petit peu. On a Balmy, anciennement Min Finance, qui permet de faire du DCA, et ils ont rajouté une fonctionnalité toute bête, mais j'avais jamais pensé, et ça peut être une très bonne idée, c'est de pouvoir mettre des rappels sur un calendrier. Voilà, directement, quand vous lancez votre DCA, ça va automatiquement rajouter un rappel sur Apple, sur Google Calendar, Outlook. C'est tout con comme fonctionnalité, mais c'est super. Et il y a des protocoles qui devraient faire pareil. Sur Pendle, sur TimeSwap, on a des pools de liquidité avec des dates de maturation, donc qui se termine à une certaine date. Ça pourrait être bien d'avoir un petit bouton pour mettre un rappel automatiquement et de pas avoir besoin de le faire manuellement. Parce qu'on peut déjà le faire manuellement. Là, l'avantage, c'est que pendant qu'on fait notre DCA, on fait juste un clic en plus et boum, ça rajoute le petit rappel sur le calendrier. Bon, après, j'utilise pas très souvent de calendrier, honnêtement. J'ai tendance à y aller au feeling, mais quand même, je suis pas tout le monde, il y en a pour qui ça peut vraiment être une bonne fonctionnalité, donc si jamais vous faites un DCA sur la DeFi, Balmy ça marche plutôt bien, et en plus on peut rajouter des petits rappels sur son calendrier, ça c'est plutôt sympathique. Allez, pour terminer, on s'éloigne un petit peu de la DeFi, de la crypto, mais j'ai trouvé ça quand même très marrant, même si on peut toujours faire un lien avec la crypto, vous allez voir, vous allez pas le sentir venir, c'est le top, je sais pas combien, il y a l'air d'y en avoir 15 ou 20, des sites les plus visités dans le monde, et il y en a deux qui sont français, Cocorico. Le plus visité des deux qui sont français, c'est xvideo.com. Ok. Et le deuxième, c'est xnxx.com. Ah, super les gars, super, deux sites français. Alors il y en a un troisième qui est pas dans les plus visités, mais il me semble qu'il est français. Il y a aussi Xhamster. Et pourquoi il y a un lien avec la crypto? Et ben Xhamster, et je sais qu'ils ont lancé une collection de NFT. Je vous avais prévenu que vous allez pas vous y attendre à ça. Voilà, on peut toujours faire un lien hein, avec la crypto finalement, avec la plupart des news, c'est assez rigolo. Bref, sans surprise, hein, la plupart des autres sites, sinon ils sont américains, on a du Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime avant de partir, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.